Jocelyn, je vous cède la parole. Donc, ça va être comme pour avec Monsieur Fontesilla, m'indiquer quand mettre la prochaine diapositive. Oui, merci Sophie. Bonjour tout le monde, Jocelyn Roy, donc je suis conseiller spécial à la direction du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, qui est une création du gouvernement provincial. Donc, en vertu d'une loi adoptée en 2006, le Conseil a reçu le mandat, Sophie, de conseiller le ministre de l'Agriculture pour tout ce qui concerne les questions d'accréditation et de certification. Et le Conseil joue de temps à autre un rôle de conseil auprès du ministre de l'Agriculture en les mêmes matières. Donc, le groupe de Joyeux Luron que vous voyez à l'écran concentre entre ses mains une bonne part de l'expertise qui existe au Québec en matière d'accréditation et de certification. Le volet sur lequel je vais le plus insister aujourd'hui, c'est celui de la surveillance, qui fait aussi partie des missions que le gouvernement a confiées au CAR-TV, qui n'est pas partie, au sens de la loi sur la fonction publique, par exemple, du gouvernement du Québec, mais qui aime se reconnaître comme une autorité compétente en matière d'accréditation, de surveillance et certification. Et à cet égard-là, il applique les cahiers de charges et les règlements d'application des différentes appellations, termes valorisants qui sont en vigueur au Québec. Et ce sera le cas dans le cas du fromage fermier. Sophie. Donc, je le disais, dans un premier temps, le CAR-TV est le gardien de la norme, notamment dans l'exercice qui lui est reconnu exclusivement d'agir à titre d'accréditateur des organismes de certification en vertu de normes ISO qui sont d'application internationale. Donc, Québec Vrai, dans le cas qui nous occupe, a été accrédité suite à un audit mené par le CAR-TV qui se compare à plusieurs égards à celui que le producteur fromager subit, entre guillemets, aux mains du certificateur. Donc, Québec Vrai a été reconnu conforme par le CAR-TV pour émettre les certifications dans le domaine des fromages fermiers. Le deuxième item, surveillance du marché, c'est effectivement là que notre service de surveillance sur le terrain, mais pas que, entre en action, cependant que une équipe du CAR-TV s'occupe de différentes façons d'informer le grand public sur la réglementation en vigueur concernant le fromage fermier, notamment. Sophie. Donc, ça a été évoqué à la demande du Conseil des industriels laitiers du Québec, le délai de la fin d'une période de transition qui avait été octroyée par le Conseil en plus des 15 jours que le ministre avait prévu au départ. Donc, le Conseil a consenti à retarder au 31 décembre 2022 la date où il mettrait donc en application tous les volets de la réglementation touchant le fromage fermier, notamment celle relative à l'étiquetage. Donc, à la demande du Conseil, cette date-là a été repoussée au 1er avril 2023. Le premier effet de ça, en ce qui nous concerne, c'est que ça nous permet de croire que le 1er avril 2023, avec ce délai supplémentaire, toutes les entreprises intéressées à entrer dans la certification fromage fermier auront eu le temps de compléter les procédures de certification qui incluent l'approbation de l'étiquette. Pendant la présentation de M. Fontesilla, ça n'a pas été évoqué, mais je tiens à le rappeler, les étiquettes qui sont utilisées, qui sont apposées sur les fromages fermiers doivent effectivement être approuvées
par le certificateur Québec vrai. Donc, d'ici au 1er avril 2023, chacun sait ce qu'il a à faire pour être prêt sur la ligne de départ le 1er avril avec les bons espadrilles dans les pieds. Et si, effectivement, ce rêve devient réalité, la transition va se faire sans anicroche et dans la continuité des opérations. Manon? Mais Manon, ça c'est tout le monde en parle. Sophie? Donc, au 1er avril 2023, 2 cas de figure, 3 scénarios. Le premier cas de figure, vous avez déjà reçu votre certificat. Vous êtes une entreprise productrice de fromage fermier qui a reçu son certificat à l'égard des fromages qu'elle produit. Dans la mesure, effectivement, où vos étiquettes ont été certifiées par Québec vrai, vous respectez l'ensemble des critères de la norme, pas de souci. Ou peut-être oui, si vous avez un stock d'étiquettes en main qui ont des appellations qui, au 1er avril 2023, seraient jugées non conformes. Alors, vous serez autorisé un peu de façon artisanale à apporter sur vos emballages de fromage des correctifs qui pourraient prendre la forme d'un collant, en autant que les 2 éléments essentiels prescrits par la norme sur le fromage fermier se retrouvent sur l'emballage, à savoir le nom ou le logo de Québec vrai et celui du terme valorisant tel qu'ils apparaissent en bas de page sous le texte. Deuxième cas de figure, vous avez entrepris les démarches de certification, mais pour une raison ou pour une autre, au 1er avril 2023, vous n'avez pas encore en main le certificat émis par Québec vrai. À ce moment-là, passer proche compte pas. Vous n'êtes pas une entreprise certifiée. Et les étiquettes que vous metteriez ou les moyens de communication que vous pourriez utiliser pour faire la promotion de vos produits pourraient être jugés non conformes. À chaque fois que sur le terrain, les inspectrices du CARTV vont remarquer des non-conformités, il y a un rapport d'inspection qui va être dressé. Vous allez en recevoir une copie. Et à partir de là, il y a une communication qui va s'installer, un accompagnement, on aime l'appeler, pour vous permettre à terme de corriger les non-conformités. Rendre vos emballages conformes. Troisième cas de figure, vous n'êtes pas en démarche et vous n'avez pas l'intention de l'être et vous utilisez néanmoins le fromage, le terme fromage fermier, parce que c'est ce vocable-là qui est réservé par le ministre. Si vous avez cessé d'utiliser la mention, pas de problème. Si vous continuez à le faire, il y a effectivement une non-conformité, une infraction à la loi qui va être cette fois-là sanctionnée avec plus de vigueur. Le volet accompagnement va être peut-être un peu moins présent à ce moment-là. Et on verra sur la diapo suivante comment s'articule ce volet un peu plus coercitif. Sophie. Donc, 2 avril 2023, un produit non conforme est repéré dans une fromagerie. Encore une fois, 2 cas de figure. Si le produit est certifié, à ce moment-là, il jouit d'une réputation, d'une présomption de conformité dans sa composition. Il est certifié et on présume que l'étiquette l'est aussi, mais si pour une raison ou pour une autre, on a une non-conformité, c'est en quelque part qu'il y a eu mésentente entre le producteur et son certificateur Québec vrai. Donc, le dossier de non-conformité d'un producteur certifié est référé au certificateur Québec vrai pour qu'ensemble, ils s'entendent sur les correctifs à apporter pour que les non-conformités soient corrigées. Deuxième cas de figure, le produit repéré est un produit
non certifié. Ça pourrait être celui d'un fromager qui est quelque part dans le processus de certification, mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui usurpe purement et simplement l'utilisation sans avoir entrepris quelque démarche que ce soit. Et c'est donc l'évaluation de cette situation-là par les inspectrices qui va dicter la marche à suivre. À quelqu'un à qui il manquerait simplement de recevoir son certificat, le paiement est fait, l'inspection est faite, il reste des babioles ou the certificate is in the mail, on va être patient, on va être compréhensif. Si on tombe malheureusement sur un produit dont le producteur a entrepris aucune démarche, il y a un rapport d'inspection accompagné éventuellement d'un avis de non-conformité qui dénonce là où le produit, l'étiquetage est en porte-à-faux par rapport à la norme. Et on va donner un délai à ce moment-là pour que les correctifs soient appliqués. Si au terme du délai, le dossier n'est pas, si les non-conformités ne sont pas résolues à la satisfaction de l'inspectrice, il peut y avoir transfert du dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales pour sanctionner une infraction à l'article 63 de la loi. Les montants à ce moment-là, au terme d'une audition devant le tribunal, sont de 2 000 à 20 000 et 4 000 à 60 000 en cas de récidive. Alors, fait à noter, les détaillants sont aussi assujettis à la loi comme tous les intervenants de la filière. Dans leur cas, effectivement, il y aura la même stratégie qui sera appliquée. Ça se peut qu'il y ait des coups de crayon qui doivent se donner rapidos quand les inspectrices vont passer, mais le but, c'est assurément pas de revivre le psychodrame là, des fromages à la poubelle ou des étiquettes jetées à la caisse. Donc, ce que nous visons, c'est une transition en douceur. J'ai parlé à certains d'entre vous dernièrement parmi les meneurs de l'appellation dans le but de sonder les cœurs et les reins, à savoir si ceux qui avaient effectivement sauté dans le train dès la mise en mouvement, qui étaient arrivés au terme du processus, qui détenaient leur certification ou étaient en voie de la détenir, voyaient d'un bon ou mauvais œil, par exemple, le report du délai jusqu'au 1er avril 2023. Et puis, non, je pense que tout le monde à qui j'ai parlé semble conscient que plus il y aura de monde sur la ligne de départ le 1er avril 2023, plus l'impact que le lancement de l'appellation va avoir dans le public. Donc, c'est véritablement ça, l'optique. Et on n'aimerait pas qu'un événement malheureux vienne prendre toute la place de la bonne nouvelle que constitue l'entrée en vigueur de l'appellation fromage fermier. Sophie. Alors, préoccupation, je pense, majeure, d'ailleurs exprimée par Caroline plus tôt, les fromages importés. Alors, on le sait, la France, notamment, l'Europe, produit depuis des centaines d'années des fromages essentiellement issus du même procédé que celui qu'on veut enchasser ici, donc de façon fermière. Ils sont présents sur le marché depuis des décennies. Ils sont connus des consommateurs la plupart du temps. À partir du 1er avril 2023, la réglementation et la loi québécoise s'appliquent à eux aussi. Alors, de quelle façon? Je ne vous apprendrai pas que Caroline aussi en a parlé. Le Canada est signataire d'ententes multilatérales ou bilatérales, dans le cas qui nous occupe, avec l'Union européenne pour permettre des échanges de certains produits, dont des fromages qui autorisent donc les pays européens à exporter sur le marché canadien une certaine quantité de fromage fin. Le Québec reçoit sa part et évidemment, il est hors de question que le Québec puisse dire, nous,
voyez-vous, les ententes signées par le Canada, ça nous concerne pas, c'est pas le cas. Donc, on peut pas interdire l'entrée des fromages européens sur le marché québécois. Ce qu'on peut faire, par contre, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans toute la mesure du possible, c'est d'empêcher que le terme fromage fermier soit utilisé quand il va être question d'étiquetage ou de promotion des fromages. La base légale de cette position-là, elle est très simple. Elle se trouve dans le cahier des charges pertinent. L'article 2, notamment, décrit ce que ça prend pour être un fromage fermier certifiable et la ferme où est produit le lait qui entre dans le fromage en question doit être située au Québec. Alors, c'est un empêchement imparable. Déjà, j'ai contacté quelques importateurs de fromage pour leur dire que ça s'en venait. Et puis là, déjà, ils sont en mode solution. On ne connaît pas encore, évidemment, le fin mot de leur stratégie. Je ne voudrais pas m'avancer, mais en tout cas, une chose est claire, c'est que au CAR-TV, la loi va être appliquée de la même façon à l'égard d'un producteur québécois qui ne détiendrait pas la certification, mais qui usurperait le terme fromage fermier, qu'un producteur européen. Donc, il n'y a pas de différence à ce niveau-là, puis on verra pour la suite, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça la position du CAR-TV. Les fromages fermiers importés devront se soustraire donc au terme fromage fermier parce qu'ils ne seront pas certifiés et seules les entreprises certifiées peuvent utiliser le terme fromage fermier. Si vous me permettez encore 30 secondes, je voudrais vous parler d'un mécanisme qui est édicté à l'article 60 de la loi sur les appellations réservées de termes valorisants qui permettrait ultimement au ministre de l'Agriculture de reconnaître qu'une entreprise de certification, un peu comme celle que représente M. Fontecilla, en Europe, pourrait se voir reconnaître une sorte d'accréditation équivalente à celle qu'on a accordée à Québec Vrai parce que le CAR-TV jugerait que les méthodes de certification de cette entreprise-là sont comparables à celles qui sont en vigueur au Canada et au Québec. Donc, c'est un long processus. On verra s'il y a des fromagers étrangers qui voudront s'y soustraire. Déjà, ça paraît compliqué dans le cas des fromagers français parce que les fromages français fermiers ne sont pas certifiés. Ils sont surveillés par un organisme de répression des fraudes, mais donc, pour l'instant, il y a un problème technique à ce niveau-là. Ça ne se fera pas là, facilement. S'il y a des entreprises étrangères qui veulent continuer d'utiliser le terme fromage fermier au Québec, c'est pas demain la veille, puis ça va être relativement compliqué. C'était pour ma part l'essentiel des remarques que j'avais à faire. Si vous avez des questions, je suis disponible. Parfait, merci Jocelyn. On a une question dans le chat, en fait, parce qu'on a parlé beaucoup des produits importés de la France, de l'Europe, d'autres pays. Qu'est-ce qu'il en est en particulier pour les hors Québec, pour les autres provinces canadiennes, avec la mention anglophone finalement aussi? Oui. Le principe qui veut qu'on puisse, au Québec, faire respecter la volonté du gouvernement du Québec de réserver le terme fromage fermier se fonde sur le principe de la non-extraterritorialité des lois. Donc, le gouvernement du Québec décrète des lois qui sont valides et valables pour l'intérieur des frontières du Québec, mais pas à l'étranger. Donc, les fromagers québécois qui voudraient exporter dans d'autres juridictions doivent se soumettre aux règles relatives notamment à l'étiquetage de leurs produits dans d'autres juridictions. Alors, que le fromager soit en Ontario, en France, en Irlande ou au Vermont, il est contraint de respecter la législation québécoise qui impose pour
pouvoir utiliser l'expression, le terme fromage fermier, que la ferme soit au Québec. Donc, le producteur peut être à 5 km de la frontière canadienne. Il est dans la même situation qu'un producteur irlandais parce que sa ferme n'est pas au Québec. Et il va devoir se priver de l'utilisation du terme fromage fermier. Parfait, merci Jocelyn. Il y a une deuxième question. On peut l'aborder maintenant. Si on a d'autres, après on ira dans la période de questions pour laisser à Nancy la chance de nous apporter son témoignage. C'est savoir c'est quoi les moyens qui sont mis en œuvre pour faire la surveillance. Si je... Excellente question. Alors, essentiellement, les mêmes que dans le cas des produits bio, de l'agneau Charlevoix, etc. Donc, il y a une surveillance terrain qui est assurée par une équipe d'inspectrices. Pourquoi le dire? C'est une équipe exclusivement composée de femmes à ce moment-ci et qui parcourt les marchés publics, les marchés d'alimentation, toutes sortes d'endroits où se vendent les denrées alimentaires, ça inclut les grandes chaînes, etc. Donc, il y a une partie du travail des inspectrices qui est terrain. Il y en a une autre qui est assurée sous forme de veille. C'est un incontournable en 2022. Vous voulez vendre quelque chose, et la plupart du temps, vous êtes quelque part sur Internet. Et c'est étonnant à quel point des recherches bien menées peuvent mener à des résultats, des coups de filet de très grande portée. Donc, il y a une veille qui est assurée au niveau des réseaux sociaux, parce qu'encore une fois, vous allez vouloir être sur Facebook. L'ensemble des réseaux sociaux sont, j'allais dire, scannés, mais en fait, le vrai terme, c'est l'objet d'une veille. Et donc, dépendant de la période de l'année, dépendant de certaines stratégies qui tiennent en compte une gestion du risque en fonction des entreprises qu'on identifie comme étant plus sensibles ou plus susceptibles et ça varie dans chaque secteur. Il y a certains types, dans le bio, par exemple, il y a certains types d'entreprises qui sont considérées comme plus à risque pour toutes sortes de raisons, historiques, manque de moyens, etc. Donc, il y a une stratégie qui met effectivement de l'avant une certaine pyramide du risque. Et à l'intérieur de ça, tous les moyens que j'ai mentionnés sont utilisés suivant une proportion là, qui effectivement ne peut pas donner plus que 100% des ressources dont on dispose. Là. Vous avez vu sur la photo, on n'est pas 150, on est 16 ou 17. Parfait, merci beaucoup Jocelyn. Mais merci pour ces précisions. On va continuer avec Nancy. Il y a d'autres questions dans le chat. On va les répondre dans la période de questions par après, si ça convient à tout le monde. Donc, merci. On va passer tout de suite avec Nancy. Donc, Nancy, je te cède la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc, vous m'entendez bien, Sophie? Oui, parfait. C'est bon? Parfait. Bien, bonjour tout le monde. Nancy, présidente de Plaisir Gourmet. Plaisir Gourmet est une entreprise de distribution depuis maintenant 1999. Je suis aussi membre, en fait, je suis sur le